Elle n'était pas seule, mais avec une amie, du moins supposa-t-il que c'en était une, car elle lui parlait avec animation. Il leva le bras, un peu comme cette première fois à la terrasse du Florian, et, au bout d'un instant, surprise, elle leva le sien en retour. Il se sentit délivré. Maintenant, il pouvait au moins renouer le contact. Il la vit reprendre la conversation avec son ami, qui semblait écouter attentivement, et resta un moment à les regarder s'éloigner avant de reprendre son chemin, heureux de n'avoir manifesté aucune attention trop marquée. Juste ce bras levé, ce signe si obstinément involontaire, résumé de leur curieuse relation, un geste qui s'avérait symbolique et le restait. Il connaissait si peu de monde que l'information ne pouvait venir d'une autre source, ce qui, en un sens, était satisfaisant. Cette erreur-là, de son dilemme personnel, si bien qu'il n'avait pas eu grand-chose à faire pour obtenir des informations, et il mesurait le côté dramatique de sa situation, quoique de façon floue. C'était surtout ce qu'elle ne révélait pas qui l'intéressait. Elle n'était pas seule, mais avec une amie, du moins supposa-t-il que c'en était une, car elle lui parlait avec animation. Il leva le bras, un peu comme cette première fois à la terrasse du Florian, et, au bout d'un instant, surprise, elle leva le sien en retour. Il se sentit délivré. Maintenant, il pouvait au moins renouer le contact. Il la vit reprendre la conversation avec son ami, qui semblait écouter attentivement, et resta un moment à les regarder s'éloigner avant de reprendre son chemin, heureux de n'avoir manifesté aucune attention trop marquée. Juste ce bras levé, ce signe si obstinément involontaire, résumé de leur curieuse relation, un geste qui s'avérait symbolique et le restait. Il connaissait si peu de monde que l'information ne pouvait venir d'une autre source, ce qui, en un sens, était satisfaisant. L'histoire devait se dérouler naturellement s'il devait rester auteur et personnage. S'il avait un don, c'était celui de la méditation intime. Pourquoi sinon s'efforcer de trouver un sens à la persistance de souvenirs totalement insignifiants, parce qu'on sollicitait si peu son temps et son attention? Sans doute, il était sans illusion à cet égard, ce qui lui avait jusqu'à un certain point évité de se trouver dans une position embarrassante ou en but à l'indiscrétion, avait conscience de susciter peu de curiosité, et lorsque, avec un réel intérêt, il demandait de leurs nouvelles à des personnes qui lui étaient plus ou moins étrangères, elle lui répondait patiemment, comme s'il utilisait un code inapproprié. Au moins, il n'avait pas commis cette erreur-là, se dit-il. Elle n'avait été que trop disposée à lui parler de son dilemme personnel, si bien qu'il n'avait pas eu grand-chose à faire pour obtenir des informations, et il mesurait le côté dramatique de sa situation, quoique de façon floue. C'était surtout ce qu'elle ne révélait pas qui l'intéressait. Il ne fut guère surpris lorsqu'elle lui téléphona le soir même, comme s'il n'avait servi qu'à lui rafraîchir la mémoire. Bonjour, bonjour, dit-elle. Je suis ravie de votre appel. Vous voulez venir prendre un verre? Pas le temps. Je veux juste prévenir tout le monde que je pars aux États-Unis. Ah oui, pour un petit séjour, j'y resterai peut-être quelque temps. J'ai des amis qui peuvent me loger, j'espère que vous passerez avant de partir. C'est fort possible. Je vais être sans domicile fixe à partir de la semaine prochaine. Est-ce que vous croyez que je peux vous demander un service? Mais bien sûr. Pourrais-je laisser une ou deux choses chez vous? Je ne peux pas prendre toutes mes affaires. Je voyage léger. Rien de trop volumineux. Juste un petit sac. C'est que l'ami chez qui je loge est un peu maniaque, et je ne veux pas de friction, je comprends. Il s'avisa que ceci était sa façon de procéder habituelle. Comment voulez-vous? Je vous téléphonerai un peu avant de partir. Alors, je pourrais peut-être passer étranger. Combien de temps pensez-vous être absente? Aucune idée. Tout dépend de la façon dont ça se présentera là-bas. Laissez-moi une adresse, ou au moins un numéro de téléphone au cas où j'aurai besoin de vous contacter. Au cas où je m'absenterai. Il avait parlé sans réfléchir. Pourquoi il avait dit cela? Il n'en savait rien. Pourtant, au moment où il avait prononcé ces mots, il lui était venu le désir impérieux de se trouver dans un univers ouvert, loin de son petit appartement surchauffé, loin de son ennuyeuse routine quotidienne. C'était elle qui lui avait mis cette idée en tête, et il lui en savait gré. Où comptez-vous aller? Parce que si j'ai besoin de récupérer mes affaires,
Mais vous reviendrez, naturellement, je vous appellerai si vous me laissez un numéro de téléphone. Oh, pas la peine. Je vous appellerai, moi, j'espère. Quand voulez-vous apporter votre sac? C'est celui que vous aviez l'autre jour, j'imagine. Oui, comme je vous l'ai dit, rien de très volumineux. Je viendrai vous le déposer un de ces jours, pendant le week-end sans doute. Je vous préviendrai. Il faut que je file maintenant, des choses à faire, des gens à voir, vous savez ce que c'est. Bien sûr, j'attendrai votre appel comme il le faisait, il s'en avisa. Depuis le début on avait hâte d'en avoir fini avec cette femme, qui était toute une étrangère, pas au sens où il utilisait le d'ordinaire une personne bienveillante, efficace, rationnelle, mais une présence qui ne lui apporte vraiment pas grand-chose et à qui il n'avait guère envie de s'intéresser. Certes, il se souvenait de son chant passager, plus proche de l'espoir que de l'amour, et maintenant, il était obligé d'attendre son coup de téléphone, car elle ne lui avait toujours pas laissé son numéro, et de faire de la place chez lui à ses affaires, qu'au moment où elle déciderait de les reprendre. Son or à New York était flexible, à l'image de tous ses tresses arrangements. Des années à la banque l'avaient habitué, lui, à la précision des chiffres et lui avait laissé goût des dates et des horaires. Ses journées se fondaient en une sorte d'agenda intégré, organisé par lui, à l'insu de tout, mais qui déterminait largement sa façon de rupturer son temps. S'il ne s'en tenait pas à l'indice scrupuleux, il avait le sentiment qu'il risquerait de sombrer dans cet état pire que sa mélancolie habituelle, de se rendre sans trop compte que sortir n'était pas une nécessité, et même de retourner au lit et de laisser la journée filer toute seule, c'était, il le savait, la voie ouverte à la folie. Pourtant, il connaissait des gens à qui ce régime convenait tout à fait, qui étaient ravis de décompresser, de ne pas stresser, comme il disait, sa coiffeuse souriante, par exemple, lorsqu'il lui demandait, ce qu'il ne manquait jamais de faire, à quoi elle comptait occuper son week-end, il ne tirait d'elle que la perspective d'heures vacantes, ce qu'elle semblait considérer comme absolu MCM délectable. C'était probablement grâce à un tempérament qui ne laissait aucune place ni au doute ni à la peur qu'elle pouvait envisager un tel programmeur Gardner aussi appartenait à cette catégorie, et était donc incompatible avec un homme tel que lui. Cette conclusion négative revenait à tirer un trait sur l'intérêt qu'il lui avait porté récemment, et qui, bien que prometteur, s'était révélé erroné. Lorsqu'elle téléphonerait, il lui dirait que cela ne l'arrangeait pas du tout de loger ses affaires dans son appartement. Il répéterait qu'il risquait de partir, et une fois de plus, le projet de fuite se présenta comme une possibilité réelle. Cependant, il se connaissait trop bien pour commencer à passer à l'acte, espérant, comme toujours, la compagne susceptible d'ignorer ses hésitations et donc de lui donner la force d'affronter l'avenir prévisible. En attendant la fin, se dit-il, mais il n'osa laisser cette pensée affleurer complètement à sa conscience. Il dormit mal, fut content de se doucher et de s'habiller, et même de prendre son petit déjeuner. Lorsque le 104 TI manger sonna, il alla répondre avec résignation, mais téléphone aussi un vestige de cette résistance si difficile à acquérir, oui parut pendant qu'il dormait sans doute, et à laquelle d'ordinaire il n'y avait guère excès. Monsieur Sturgy, P.O. Lesteur, GIS, nous, 1 volt 01 antivote, les Missy Sanon Sturgy moins un mena. Qui sait s'il appareillère? Oh, pardon, c'est le Royal Frs. La voix semblait se détacher sur un bruit de fond confus, des bavardages féminins. Il l'entendit s'adresser à quelqu'un d'autre sans doute. Une minute. Je suis occupé, il y eut une protestation étouffée. Eh bien, vous attendrez encore un peu. Oui, je disais que votre femme a été amenée ici il y a 2 jours. Ce n'est pas ma femme, une cousine éloignée seulement. Elle vous a désigné comme son plus proche parent. Que s'est-il passé? Apparemment, elle a eu une crise cardiaque. Elle est sous surveillance intensive. Les gémissements reprirent. Je vous ai dit d'attendre que j'ai fini. Qui vous l'a amené? Son gardien. Il semble qu'elle ait réussi à le joindre. Il a appelé une ambulance. Comment va-t-elle? Ma foi, elle n'est pas brillante et elle va la voir. Je vous ai dit de patienter. J'arrive dès que possible. Très bien. 105 étrangers a-t-elle eu des visites? Non. Donc, si vous pouviez venir. Merci, madame, je m'appelle Jeannette. Alors, nous vous attendons et où ça de nouveau le ton? J'ai dit que je venais? Non, il mit son manteau, prit un parapluie, puis le reposa. Ce n'était pas le moment de s'encombrer. Dans la rue, il fut happé par la foule matinale,
que d'ordinaire il ne voyait jamais. De jeunes gens partant au travail, sans doute, rivalisaient tous pour trouver un taxi. À sa grande surprise, il réussit à en avoir un, simplement en passant devant un jeune homme trapu avec un attaché-caisse, qui avait déjà levé la main. En voilà des manières, lui dit une voix indignée. Il grimpa dans le véhicule et s'assit. Il avait la bouche sèche. Pour la première fois depuis des années, il n'avait pas prêté attention à l'heure, notant seulement qu'il faisait encore nuit. L'hôpital lui parut énorme, disproportionné, tel le tertre funéraire d'une ancienne civilisation. Des couloirs interminables éclairés au néon le menèrent à une petite salle où il ne distingua aucun visage familier. Tout lui semblait identique, tous affichaient le même masque perplexe. Seule, une femme était assise et se brossait les cheveux avec soin. « Mademoiselle, mademoiselle, vous pouvez m'aider tout à l'heure. Attendez-moi là. » S'il s'adressa à lui, « Vous pouvez m'aider, j'ai besoin de sans cesser de se brosser les cheveux. » La femme cède mes vêtements. « On m'attend chez moi, étranger, je suis désolé, » répondit-il, « je vais essayer de vous cuver quelqu'un. » Elle ne va nulle part, dit une infirmière qui passait. « US, vous ne devriez pas être ici. Vous pouvez aller V4 tendre dehors. » « C'est vous, Jeannette? On m'a téléphoné. Quelqu'un qui plaît Jeannette. Je m'appelle Sturgy. Paul Sturgy. Ah oui. Par ici, elle le conduisit jusqu'à un lit occupé par une version, la femme qu'il avait connue jadis, les cheveux impeccables tout aplatis, les paupières tremblotantes d'Imo. Il. Kaelan, vous avez une visite, elle s'appelle Elena. Elle ne répondra pas si on t'appelle Elan. Pas la peine d'être agressif, Paul. Comment va-t-elle? Comme je vous l'ai dit, elle est sous surveillance. Elle était très agitée quand on l'a amenée. Elle s'est un peu calmée. Pourriez-vous lui apporter quelques affaires? De quoi se laver, par exemple? Peut-être une robe de chambre, des Kleenex. Peut-on l'installer dans une chambre seule? Je ne pense pas. Elle doit rester sous surveillance. Vous trouverez ses clés dans son sac. Dans son casier, précisa-t-elle. Il se baissa et prit le sac, qu'il garda. Il ne faut pas prendre ça si, je le rapporterai plus tard. Avec le reste de ses affaires, vous dites que vous n'êtes pas son mari étranger, non. Un cousin seulement, mais soudain, il se sentit beaucoup plus proche d'elle. Dans cette foule d'impuissants, il éprouvait presque une impression, l'appartenance, comme s'il attendait déjà son tour. C'était cela la réalité contre laquelle il devait concentrer les forces qui lui restaient. En sortant, conscient de faiblesses encore non identifiées, il entendit la voix exquise. « Poursuivez-vous, pouvez m'aider, il me faut mes vêtements. On m'attend chez moi. » Quand il se retrouva dans la rue, il eut l'impression d'avoir été relaxé, de l'air. Il avait besoin d'air. Il se sentait entouré de grands immeubles implacables en comparaison desquels son quartier semblait situé sur une douce plaine alluviale. C'était stupide, il le savait, de la paranoïa urbaine pure et simple. Mais pas seulement, une curieuse nostalgie, non seulement pour un cadre familier, mais aussi pour les certitudes mêmes sur lesquelles se fondait sa vie, pour la monotonie sur laquelle il comptait désormais. Une monotonie menacée à présent. Il n'était plus du tout à sa place lui-même, non seulement géographiquement, mais à cause de ce qu'il avait vu, de l'image de ce visage encore sévère sur l'oreiller, et des demandes réitérées de cette autre étrangère du lit d'en face. Lorsqu'il s'était dirigé vers la porte, il avait remarqué qu'elle se brossait toujours les cheveux. Il avait continué à avancer, le sac d'Elena dans la main gauche, s'astreignant à respirer régulièrement comme si sa vie en dépendait. L'appartement était inchangé, il y retrouva le même luxe déprimant qui l'avait séduit tout en le rebutant.
De retour dans son appartement, il s'efforça de faire le point. Après ce qu'il avait vu, il n'y avait pas de place d'Ourmicis. Gardner, dont la situation apparaissait maintenant à la fois banale et bien rodée. Ses affaires abhorraient peu, entre elle et lui, les contacts pouvaient être réduits au simple minimum et laissés en suspens. Elle serait bientôt partie et sa compagnie lui serait épargnée, pour quelque temps du moins. Cette histoire lui apparaissait maintenant sous son vrai jour, une diversion, une rencontre fortuite, dont le charme initial était celui du hasard, mais dépourvu de tout sérieux véritable. Il regrettait à présent qu'il ne se soit pas dit adieu à Venise. Il avait d'autres soucis en tête et l'effort à fournir pour les affronter le concernait seul. La nouveauté de sa compagnie lui avait laissé croire qu'il ne voulait que de la société, mais c'était un leurre. Il savait maintenant que son désir était très ancien, et ne pouvait être facilement assouvi. Ils étaient étrangers l'un à l'autre et le resteraient. Ce qu'il recherchait, et continuerait à chercher sans nous étrangers chers, c'était l'étrangère idéale, car l'amitié intime était toujours hors de sa portée. Il avait actuellement des préoccupations très graves. Helena, une femme pour laquelle il éprouvait aussi peu d'affection réelle elle, qu'elle en avait pour lui, avait radicalement changé sa cadre du pensée. Son décès le laisserait sans le moindre vestige de Camilque, même si le peu qu'elle représentait s'était révélé illusoire. Par son truchement, il s'était trouvé face à la mort et, cessé faisant, avait aboli le passé, de sorte qu'il ne lui restait plus que l'avenir. Il n'idéaliserait plus les affections d'autrefois, ne chercherait plus à retrouver le souvenir de son ancienne maison. Il fallait tirer un trait entre le passé et le présent, ou plutôt entre le passé et le temps qui lui restait à vivre. Que l'avenir s'annonçait austère, il n'en doutait pas, sans lien, il devrait l'affronter seul. Ces étrangers sur lesquels il avait compté pourraient se détourner, indifférents à son sort, le laissant seul avec ses pensées. Et celle-ci, comme il en avait eu l'intuition en voyant le masque d'Helena, serait terrible. D'après le gardien, elle avait eu fort peu de visites, si bien que ce qu'elle disait de ses activités, de ses nombreux amis si attentionnés, n'était peut-être qu'une fiction, ce qu'il avait plus ou moins soupçonné sur le moment. Mais cette fiction lui avait sans doute été utile car elle lui avait permis de garder une certaine fierté en assumant son attitude résolue. Sur la nécessité de sauvegarder les apparences, ils étaient d'accord, cependant, à certains moments, la vérité transparaissait. Lorsque sa cousine fermait la porte derrière lui, le geste semblait toujours précipité, comme étranger si elle avait hâte de baisser sa garde. Il était impressionné et troublé par cette existence obéissant à des impératifs stoïques. Les autres, s'ils existaient, devaient l'être tout autant, mais s'abstenir, pour cette raison même, de rechercher sa compagnie. Elle n'avait jamais travaillé, se contentant d'assister son mari à qui elle servait plus ou moins de secrétaire, et était donc privée de collègues. Lui, en revanche, s'entendait bien avec les membres du personnel de la banque, avait eu plaisir à participer au déjeuner et invitations de Noël. Mais les collègues en question avaient été mutés, promus ou avaient postulé ailleurs et peu à peu, les invitations avaient cessé. Maintenant, il ne cherchait plus à renouer les liens. Il n'avait pas d'enfant dont il pouvait parler avec fierté, et posait peut-être trop de questions. Aujourd'hui, il avait perdu le contact et se le reprochait. Mais avec Helena, la perte de contact revêtait une toute autre dimension. Le lendemain matin, après une mauvaise nuit, il reprit le chemin de l'hôpital. À l'entrée du service, il fut accueilli par une infirmière qu'il n'avait jamais vue, et qui lui dit « Toutes mes condoléances. Elle nous a quittés il y a une demi-heure. Nous n'avons pas eu le temps de vous prévenir. » Ah, ça n'a rien de surprenant, en fait. Elle n'avait presque plus de peau hier soir. Vous voulez la voir, le visage austère sur l'oreiller ne dévoilait aucun secret, n'était guère différent de celui qu'il avait observé la veille. Il avait été témoin d'autres morts, celle de son père, de sa mère, mais celle-ci l'affectait différemment. Iveri Ingilidj, la mort de ses parents, il était dans sa maturité aujourd'hui. Il était vieux et le prochain décès serait sans doute le sien. L'espace d'un instant, il crut défaillir et sentit la présence de l'infirmière à ses côtés. Vous voulez vous asseoir quelques minutes? Non, non. Mais si j'imagine que vous allez vous charger des démarches et les nécessaires. Bien entendu, Helena devait avoir son carnet d'adresses dans son sac, qui se trouvait chez lui. Au moins, cela lui servit d'excuse pour prendre congé en hâte.
Il ne retrouva son calme que dans la rue. Il réussit à dire à l'infirmière qu'il lui téléphonerait et sortit de l'hôpital, retrouva enfin l'air libre, la vue des passants, des magasins, les bus, les journaux et l'activité de la vie quotidienne. C'était son univers, se dit-il, celui dont il devait résolument faire partie. Même sa propre routine lui semblait maintenant précieuse. Il avisa un bar, entra et commanda un café. Mais manger et boire ne semblaient plus des processus normaux, il avait dans la bouche et la gorge une sécheresse persistante qu'il ne pouvait ignorer. Au bout d'une demi-heure, sans avoir touché à son café, il paya et partit. Il se sentait de plus en plus détaché de la scène ordinaire qu'il avait accueillie tout à l'heure avec soulagement. Il se dit qu'il lui fallait s'endurcir. C'était la seule façon de survivre. Pendant le reste de la matinée, il resta debout à la fenêtre de son appartement, à regarder deux ouvriers décharger un camion et transporter des objets volumineux dans une maison. Ici, de l'autre côté de la rue étranger, il avait imaginé la vie très différente qui se déroule dans cette maison dont les fenêtres s'allumaient, traitées le matin. Maintenant, il devait y avoir un nouvel OCC peint dont on installait les affaires. Ce qu'il observe n'était pas l'arrivée possible, le nouvel occupant, M2 les déménageurs, dont l'activité mécanique lui donne une impression de vie réelle, d'une authenticité y était maintenant, et maintenant seulement, en mesure d'apprécier. Sans effort, il transportait ses caisses et ses paquets indéterminés dans l'entrée éclairée ses bâtiments, se courbant et se redressant machinalement sans avoir conscience de la chance que représentait cette matinée de travail ingrat. Il restait là, fasciné, a suivi chaque mouvement, a essayé de s'approprier un peu leur activité. Jamais il n'avait aussi vivement désiré y employé à des tâches humbles, s'entendre dire ce que devait faire. C'était cela, au fond, qu'il désirait, que sa propre obéissance soit mise à contribution de façon efficace et indolore. Les hommes, du moins ce qu'il pouvait voir d'eux, n'étaient pas particulièrement jeunes, mais efficaces et lourdement charpentés. Le camion ne tarde pas à être vidé, la porte de la maison donnant sur la rue fermée. Le spectacle était terminé. Avec un soupir, il s'écarta de la fenêtre et prit le sac d'Helena, où il plonge des doigts réticents pour chercher son carnet d'adresses qu'il trouva. Il savait ce qu'il avait à faire, regrettant comme toujours, de n'avoir personne pour lui indiquer la marche à suivre. Ce regret inutile ne le surprenait plus, mais n'en était pas moins importun. Au contraire, pour cette raison même étranger, il chercha dans les pages jaunes, trouva un entrerieur de pompe funébresque qui voulut bien accepter Desiderata, à savoir que la cérémonie soit à la luce impossible. Il confirma qu'il préférait, pour reprendre impression de son interlocuteur, une crémation à un en-refil. Puis il mit un simple entrefilet clan-loti, se disant que les anciens amis d'Helena qui avaient existé puisque leur nom figurait dans son quart d'adresse le verraient peut-être, et qu'il était de devoir d'en avertir au moins un ou deux, qui préviendraient les autres. Cette tâche remplie, il estimait s'être acquitté de ses obligations. Quant à l'assistant à la cérémonie, ceci pourrait être réglé, ou plutôt exidié, dès que les ordonnateurs le recontacteraient. C'est l'instant, il ne désirait parler à personne. Il retourne la fenêtre, dans l'espoir de voir autre chose d'extérieur lui-même.
Cette tâche remplie, il estimait s'être acquitté de ses obligations. Quant à l'assistant à la cérémonie, ceci pourrait être réglé, ou plutôt exidié, dès que les ordonnateurs le recontacteraient. PC l'instant, il ne désirait parler à personne. Il retourne la fenêtre, dans l'espoir de voir autre chose d'extérieur lui-même, mais la rue était vide. Il se rendit compte sans malaise que c'était le milieu de l'après-midi, qu'il n'avait pas vu le temps passer, qu'il n'avait rien manqué. Il alla dans la cuisine se faire une tasse de thé. Lorsqu'on sonna à la porte, il fut surpris et faillit pas répondre, mais l'habitude de l'obéissance l'emporte. Sur le seuil se tenait Mrs. Gardner, un lourd manteau sur le bras et un sac à ses pieds. Le sac était beaucoup plus volumineux que celui qu'elle avait déjà apporté. « C'est encore moi, dit-elle joyeusement. Vous avez gentiment accepté que je dépose 2 ou 3 chocs chez vous. Vous partez à New York? Ah, du thé. J'en boirai bien une tasse. 117 étranger alors, asseyez-vous. Mais je dois vous prévenir, je suis très occupée. Il faut que j'organise des obsessions, mon pauvre ami. J'ai horreur de ces choses. Elle frissonna. Pour la première fois, il remarqua authentique lueur de peur dans ses yeux. Quelque de proche. Non, une lointaine parente. Ah, ce sont des choses qui arrivent. Mais toute condoléance. Je mets mes affaires dans la chambre Vicky, il faut que je sache combien de temps comptez rester. Je risque d'être sorti, ou absent Londres. Je n'en sais rien pour l'instant. Je vous tiendrai courant, bien sûr. Quand partez-vous? D'une minute à l'autre. J'ai pensé que mieux va déposer ça chez vous avant que tout ne devienne comme que vous n'aurez pas besoin de ce manteau. Il peut faire froid à New York. Il est trop lourd. Et comme je vous l'ai dit, air voyager léger. Il soupira. Laissez vos affaires dans l'entrée, je le trouverai une place plus tard. Le gardien pourra peut-être les mettre de côté. Oh, je préférerais qu'elles restent chez vous. Il y a des objets auxquels je tiens dans le sac. Vous savez où vous logerez? Au cas où j'aurai besoin de vous contacter, j'aimerais bien avoir un numéro de téléphone. 118 étrangers à, je vais loger chez une amie. Ne vous inquiétez pas, je vous donnerai des nouvelles. Votre portable il ne marche pas. Je vous appellerai une fois arrivé à New York. Il sera si vaincu. Que comptez-vous faire là-bas pour commencer? Reprendre contact avec des gens que je connaissais, et voir si je peux trouver du travail bas. Vous prévoyez donc de rester longtemps? Tout est possible. Elle le regarda avec attention. Cela vous contrarie, c'est que je préférerais savoir. Elle lui sourit avec chaleur. Vous êtes gentil de vous soucier de moi, mais je suis habituée à me débrouiller seule. Il reste du thé. Ensuite, je me sauve. Il devait reconnaître qu'il était impressionné. Elle ne laissait aucune prise. Comment était-elle devenue aussi autonome? Pas une seule fois elle ne lui avait posé une question quelconque. Mais c'était son style, qui, il le voyait, l'avait protégée pendant toute une vie d'expédient. Au bout de plusieurs rencontres, il ne savait toujours rien d'elle. Ses impératifs lui étaient étrangers, il ne comprenait pas la distribution de sa pièce, le mari mystérieux, les amis sans nom. Il était normal de donner plus d'informations, tout de même. À sa place, il aurait tenu à présenter une sorte de certificat de bonne conduite. Mais ce n'était pas sa manière à elle. Il espérait qu'elle tiendrait parole et partirait le plus tôt possible. Voyant qu'elle ne paraissait pas en avoir l'intention, il se étrange et leva. « Vous m'excuserez, Vichy. J'ai beaucoup de choses à régler et cela me prendra du temps. J'espère que votre voyage sera réussi, et que vous me le raconterez. Vous me donnerez des nouvelles. » Il espérait qu'elle s'abstiendrait. Mais là encore, c'était peu vraisemblable. Une fois de plus, il la trouva amusante, et par la même occasion, dérangeante. Le contraste entre son visage animé et le masque d'Helena sur son oreiller était frappant. Entre les deux, la partie était inégale. Il préférait sans l'ombre d'un doute la vivante à la morte. Mais sa loyauté l'obligeait à aller à contre-courant. Il posa la main sur son bras et la poussa doucement vers la porte. « Bonne chance, dit-il. J'espère que tout ira bien, mais je ne me fais aucun souci moi non plus. Merci pour le thé. » En refermant la porte derrière elle, il secoua la tête, admiratif. Elle lui avait changé les idées, ce dont il lui savait gré. Il faillit rire en trébuchant sur le sac qu'elle avait laissé sur le seuil de sa chambre. C'était au moins le signe qu'elle reviendrait, à son heure, manifestement, et elle lui donnerait des nouvelles quand elle le jugerait bon, car elle ne lui avait toujours pas laissé de numéro de téléphone. Il savait que son irritation grandirait. Il savait sans le moindre doute qu'il n'éprouvait pas de sympathie pour elle. Il savait qu'il ne pourrait jamais l'aimer. Mais lui qui était tellement timoré,
Il avait beaucoup à apprendre d'elle en matière de comportement, aussi la considérait-il comme une relation exceptionnellement précieuse. 13. Les formalités terminées. Il décida de considérer que l'affaire était dose. Une lettre notaire d'Helena l'avait informé qu'elle lui avait laissé son appartement et la somme de 10 000 livres. Elle avait fait d'autres legs, au gardien, à sa femme de ménage et à 2 personnes dont il supposait qu'il s'agissait d'amis. Laissant de côté le problème de l'appartement, auquel il réfléchirait plus tard, il admit qu'il se trouvait à présent dans une situation plus que confortable. Il était touché et troublé par ce legs. Il espérait que ses visites du dimanche après-midi avaient apporté un certain réconfort à Helena, mais rien n'était moins sûr. Hormis leur connexion ténue, ils n'avaient rien en commun, étaient en réalité 2 solitaires, dont chacun se voyait reflété dans les yeux de l'autre. Il se disait « Donnez-moi des nouvelles » et il l'avait fait, mais sans espoir d'intimité. Curieusement, après ces événements, les réminiscences nocturnes qui servaient habituellement de prélude à son endormissement s'arrêtèrent. Il se rendit compte que ces représentations, si assidues sa main sur la rampe, étranger sa chaise devant la table de la cuisine, n'étaient guère plus qu'une série d'impressions sensorielles remontant à l'enfance. Il y renonça avec soulagement. L'irritation croissante qu'il éprouvait devant son appartement, fatalement amplifiée par la complication que représentaient les affaires de Mrs. Gardner, le poussait à se lever de plus en plus tôt. Il essaya de caser le gros manteau dans sa petite penderie, mais en vain. Il ne savait où ranger le sac. Sa présence se rappelait à lui dès son réveil et il ne pouvait, même mentalement, lui trouver une place. Il était déjà lavé et habillé à une heure trop matinale pour toute activité raisonnable, mais sortait quand même, décidé à rester dehors aussi longtemps que possible, à marcher jusqu'à l'ouverture des magasins, espérant que d'ici là, son irritation se serait calmée. Il prenait la direction du parc, qui, désolé, hostile, le renvoyait vers les rues, où il y avait des signes de vie. Le temps était toujours doux, mais avec des bourrasques de vent où l'on sentait des prémices de pluie. Le spectacle de jeunes gens partant travailler apaisait peu à peu ses nerfs. Il se retrouvait là en terrain familier, se disait-il, son ancien travail de conseiller en investissement, où chaque jour était rempli d'activités utiles, de compagnons acceptables, et marquait une progression perceptible, était maintenant baigné d'une innocence édénique. Du moins, c'était ainsi qu'il le voyait rétrospectivement, mais cette version était préférable à la réalité, où il y avait une part de frustration. Jamais il ne lui avait tardé d'être à la fin de la journée, jamais il n'avait attendu avec impatience de rentrer chez lui, de mettre la clé dans la étrange serrure et de s'installer pour la soirée. Une réticence que l'oisiveté de la retraite avait renforcée. Il se disait que ce devait être ceci qui l'avait poussé à s'abandonner à la fausse nostalgie du souvenir. Alors qu'en fait, s'il regardait le passé sans regret ni amour, comme il en était à présent capable, il se demandait si celui-ci avait été un moment aussi protégé que dans son souvenir. S'il n'avait pas été une image fausse de la vie telle qu'elle aurait pu être s'il avait eu une tournure d'esprit plus philosophique. Maintenant, il n'était plus possible de repenser tout cela. Il se disait qu'il jouissait toujours d'une bonne santé et que, comparé aux épas vus à l'hôpital, il devait être satisfait de son sort. D'ailleurs, il était toujours actif. Pour se le prouver, il se promènerait, déjeunerait dehors et ne rentrerait chez lui que lorsqu'il serait trop fatigué pour continuer à marcher. Il irait à la London Librairie, chercherait le réconfort au milieu des rangées de livres, sortirait ceux qu'il avait déjà lus pour les relire, trouver à s'instruire, voire à se conforter dans ses opinions, chez des écrivains qui, miraculeusement, ne semblaient avoir ni peur ni honte de révéler leurs insuffisances, leurs décessions, et dont les échecs même l'encourageaient jusqu'à un certain point dans sa longue quête d'un esprit frère, et, en l'absence de celui-ci, l'aidait à mieux comprendre sa propre vie. Il marcha jusqu'à Piccadilly, qui s'était éveillé, et chercha où prendre un café. Il acheta un journal, bien qu'il en eût un chez lui, et s'installa dans un petit bistrot italien non loin de Jermyn Street. Il se souvint avoir acheté du parfum chez Fleury pour l'anniversaire de sa 123 étrangère mère, et s'être fait reprocher de gaspiller son argent et futilité. Il n'avait pas su lui arracher un soupir de satisfaction et s'était senti coupable de l'avoir contrarié. Il soupira, paya son café et partit, puisant de l'énergie d'Anne, l'irritation causée par ce souvenir.
dans Jermyn Street. Avant d'arriver à la bibliothèque, il se sentira séréné comme toujours à la perspective. Il s'est passé 1 heure à proximité des livres. La pondération dont il savait faire preuve, et il s'avisa, non sans ironie, que la pondération était la qualité qu'on lui reconnaissait le plus volontiers, était le fruit de tous les livres qu'il avait lus et que, en toute vraisemblance, il continuerait à lire aussi longtemps qu'il en serait capable. Il réfléchissait au mérite de Henry James, trop semblable à lui dans ses hésitations et ses scrupules, et de Trollope, travailleur diligent lui aussi, lorsqu'il s'entendit appeler par son nom. Paul. C'est bien Paul. Sarah, c'était moins une question qu'une affirmation. Tu te souviens de moi? Évidemment, jamais je ne t'ai oublié, ajouta-t-il en son fort intérieur. C'est extraordinaire de se rencontrer comme ça. Tu n'as pas changé, d'ailleurs. Toi non plus, dit-il poliment. Mais elle avait vieilli, il le voyait, et était marquée. Tu es pressé, tu n'as pas le temps de prendre un café, je fais des courses. Et si, je serais ravi de prendre un café, PF étranger, donne-moi ton parapluie. On peut aller là, je danse assis. Ils se regardèrent comme les amis qu'ils étaient jadis, comme les amantes qu'il avait aussi été. Tu es toujours belle, dit-il enfin, et toi? Toujours gentil, trop gentil. Il entendit à nouveau les mots chargés de colère, l'accusation qui était restée gravée depuis tout ce temps sans jamais perdre son impact. Ça fait combien de temps? Mieux vaut ne pas y penser. Au moins, nous nous sommes reconnus. Tu n'as pas changé, tu sais. Moi, si haut, pas la peine de me dire le contraire. J'ai eu des moments difficiles et ça se voit. Il regarda longuement son visage, privilège qu'il avait gardé, et vit que c'était vrai. Elle était maintenant très maquillée, elle qui autrefois ne se mettait rien sur le visage. Mais le maquillage ne masquait ni les contours effacés ni l'air fatigué. Il se souvenait d'une femme au mouvement décidé, aux talons hauts qui martelaient le trottoir rapidement, aux clés jetées à même les poches. Maintenant, elle était encombrée d'un parapluie et d'un sac à main dont la bandoulière était par mesure de précaution passée en oblique sur sa poitrine qui, il le nota, était plus volumineuse que dans son souvenir. Elle devait approcher de 70 ans, l'âge où apparaissant les regrets. Et pourtant, il l'aurait reconnue n'importe où. L'âge les avait altérés l'un et l'autre, mais leur intimité passée les rapprochait, comme si peu de temps étranger s'était écoulé depuis qu'elle avait quitté son appartement en claquant la porte. Exaspérée par sa patience, elle n'avait plus de signe de fureur aujourd'hui. Elle sembla sincèrement contente de le voir. « Parle-moi de toi, dit-il. Raconte-moi tout. » Elle sourit. « Tu as toujours voulu tout savoir. » T'es posé de ces questions indiscrètes. Je me sentais parfois très intimidée. Ah, il y a trop de choses à raconter, tu sais, et j'ai horreur du passé. Vraiment horreur. Tu as dit que tu avais eu des moments difficiles. J'ai été très malade, Paul. Après la mort de mon mari, tu t'es marié avec qui? Voilà que tu recommences. J'ai épousé Richard. Tu te souviens de Richard Crawford? Vaguement, il se rappelait un jeune homme sûr de lui rencontrer à une soirée où il l'avait accompagné. Elle avait transféré d'emblée ses attentions sur lui, devinant un homme plus conforme à ses ambitions. Vous avez été heureux, ma foi, je crois, oui. On ne se connaissait pas très bien au départ, on a brûlé les étapes. Mais à terme, ça a bien marché, et on a eu une bonne vie. Richard avait de l'argent. Je n'ai pas été obligée de travailler. Ton travail ne t'a pas manqué? Pas du tout. Une femme ne réussit jamais très bien dans le monde des affaires. C'est un cliché, je trouve. Oui, bien sûr, je sais tout ça. Mais j'étais contente d'avoir du temps à moi, de préparer les vacances, etc. 126 étrangers. Nous avions une petite maison en France, que Richard avait héritée de sa mère. Tu savais qu'il était à moitié français? Oui, je trouvais que ça lui louerait avantage y mériter. Peut-être. Mais j'aimais QT, maison, presque autant que je l'aimais lui et ses femmes et leur maison. Est-ce que tu l'as gardé? Je parle de la maison bien sûr. Et toi, tu vis toujours dans cet horrible petit appartement? Il sourit en retrouvant les anciens piquants. Oui, toujours. Tu as dit que tu avais été malade, je le suis toujours. Ou peut-être que j'ai perdu courage. C'est arrivé quand Richard est mort. L'ironie du sort, parce qu'en fait c'est moi qui étais malade. Et de toute façon, nous n'étions plus ensemble. J'étais à l'hôpital à l'époque. Tu as des enfants? Non. J'ai eu 3 fausses couches, et elles ont fait du dégât. Désolée. C'est dur de ne pas avoir d'enfants. Je parle en connaissance de cause. J'ai toujours voulu en avoir. Je me souviens.
Je me souviens aussi avoir pensé que tu étais toujours un peu un enfant toi-même. Ce n'est peut-être pas faux. Tu ne t'es jamais marié? Non, je ne me suis jamais marié. Il y eut un court silence que ni l'un ni l'autre ne sut rompre. Et ta santé à présent étrange et médiocre. Je dois n'y reposer beaucoup. En général, je passe plus de temps en France qu'en Angleterre. Dole cette rencontre est vraiment un hasard. J'espère qu'il y en aura d'autres. Qu'est-ce que aime? Le théâtre, l'opéra? Je serais ravie de te proposer. Je ne sors pas beaucoup, dit-elle. En tout cas, pas à Londres. On pourra peut-être se voir comme au jour d'hectolitre pour prendre un café. Tu ne m'as toujours pas dit grand-chose sur toi. Il vit qu'elle avait hâte de partir et que ses gestes étaient un peu agités. Veux-tu que je te raccompagne à pied? Que je trouve un taxi? Oui, un taxi. Je veux rentrer chez moi. Ne le prends pas mal. Encore que je sois sûre du contraire. C'est juste que la fatigue s'abat sur moi si brutalement que j'ai l'impression que je vais m'écrouler. Il lui jeta un coup d'œil. Elle avait en effet l'air fatigué. Il se leva pendant qu'elle rassemblait ses affaires. On va trouver un taxi, dit-il. Prends mon bras. Ils se dirigèrent lentement vers Duke Street. Où habites-tu maintenant? À Bedford-Garden. Et la maison en France? Près de Nice. Saint-Paul-de-Vence je connais. Un très bel endroit. Tu viendras peut-être me voir là-bas. Elle était polie maintenant, ou peut-être absente. Concentrée sur son malaise 128. En voilà un. Tu veux que je t'accompagne? Non? Non. Je préfère être seule quand je suis dans cet état-là. Il lui tendit sa carte. Fais-moi signe, je t'en prie. Si je peux être d'une quelconque utilité. Il regarda le taxi disparaître dans le maelstrom de la circulation de midi, et regretta de ne pas avoir pris son numéro de téléphone. Il doutait fort qu'elle le contacterait. Il se demandait s'ils désiraient vraiment se revoir, l'un comme l'autre. Pourtant, ils avaient parlé sans aucune gêne, comme deux vieux amis. Et de fait, ils étaient deux vieux amis, avec derrière eux plus qu'un passé partagé. Aucun improbable où elle lui ferait signe, il serait vraiment heureux de la revoir. Ils avaient tous deux besoin de compagnie. Il était surpris, réconforté, par la spontanéité de leur conversation. Certes, cela ne voulait pas dire grand-chose en ces temps d'échange facile, mais peut-être que cela avait tout de même encore un sens. L'amour à leur âge n'était plus possible. Cela, il le savait sans l'ombre d'un doute. Il avait dû reconnaître les fragilités du corps et n'avait aucun désir de s'exposer à d'autres déprédations. Elle non plus sans doute. Ni l'un ni l'autre ne souhaiterait affronter les impératifs urgents qui les avaient gouvernés dans le passé. L'idée lui paraissait d'ailleurs totalement déplaisante. La grande affaire de la vieillesse, c'était la sagesse et le souvenir. Il espérait qu'elle partageait ce point de vue. De retour dans l'appartement, fatigué lui aussi, il buta contre le sac de Mrs. Gardner. L'idée lui vint 129 étrangers de transférer Simplanknetou dans Land Helena, qui était maintenant le sien, et de devant le fait accompli. Mais ce serait discours, contre sa nature. Il s'assit, se promettant de faire cette option, mais il s'assoupit et se réveilla 2 heures plus tard. Il sourit. Elle lui avait servi en donnant du sens à une journée qui pas, et de cela, autant que de sa compagnie. Il reconnaissant 14 j'ai horreur du passé, avait-elle dit. La remarque lui avait paru significative, et il avait l'intention, non sans quelque inquiétude, de découvrir dans quelle mesure ce passé l'incluait. Ils en étaient à leur 3e rendez-vous. Ils se trouvaient dans le même café, à la même heure, 2 conditions qui semblaient acceptables. Ils étaient marqués par leur changement de situation, satisfaits d'être assis et de regarder des gens différents d'eux, dont la vie ne les intéressait guère, mais dont la présence leur fournissait une distraction et donnait à leur rencontre une note de neutralité bienvenue. Il faisait beau, d'après les commentateurs, c'était le mois de février le plus doux attesté à ce jour. Le passage du temps devant eux paraissait interminable et les saisons indifférenciées. Le soleil, qui entrait à flot par les fenêtres, renvoyait une certaine convivialité, ou la faisait naître. À cette heure, il y avait peu de clients. L'activité habituelle elle-même semblait en suspens, comme si c'était déjà l'été. Tu veux t'installer dehors, demanda-t-il. Étranger non? Non. Je suis devenue très frileuse, moi qui ne l'étais pas du tout. Quand pars-tu en France dans 2 mois environ? C'est une véritable expédition maintenant que Richard n'est plus là pour s'occuper de tout. Je vais peut-être vendre cette maison. On m'a si beaucoup de propositions, et j'y ai trop de souvenirs. Le passé, avança-t-il. La mère de Richard m'en a fait voir de toutes les couleurs. Elle voulait tout retrouver exactement comme elle l'avait laissé.
J'ai été soulagée quand elle est morte. Je ne l'avais jamais aimée, il la retrouvait bien là telle que dans son souvenir, proclamant ses antipathies sans état d'âme. Le fait qu'elle ait pu se comporter ainsi en sa présence lui avait toujours paru la preuve d'une robustesse singulière, d'une capacité à choisir en toute liberté. Son audace faisait partie de sa séduction, même si cela même avait mis fin à une relation qu'il jugeait vouée à une conclusion inévitable. S'il avait trop de bon sens pour envisager une issue heureuse, il espérait que les signes étaient favorables. En vérité, il ne croyait pas vraiment qu'une telle issue fût possible. S'il avait choisi d'y croire, c'était une erreur dont il était seul responsable. Pourtant, maintenant que Sarah était ici et qu'ils pouvaient tous deux réfléchir sans acrimonie, l'occasion lui semblait trop belle pour qu'on la laisse passer. Je t'aimais, tu sais. Oh, je sais. Ce n'était pas faute de te l'entendre dire. J'avais horreur de ça. Tu étais un type bien et tu perdais ton temps pourquoi? C'est ce que je n'ai jamais compris. Bien semblait un peu plus acceptable que gentil dans ce contexte. Quelle erreur ai-je commise? Tu as été parfaitement correct. Une autre femme se serait estimée heureuse, je suppose. J'avais d'autres idées. J'appréciais ma liberté. J'avais une carrière, du moins je le croyais. Beaucoup d'amis. L'idée d'appartenir à un seul être me déplaisait, me faisait peur. En réalité, pour moi, tu étais ce que je considérais encore comme un petit ami. Je voulais davantage, et moi moins. Tu étais tellement courtois, tellement prévisible. Les dîners, les théâtres, c'était vraiment solennel. Pour toi, prendre du bon temps, c'était faire une grande promenade. Ce que tu as dû me trouver ennuyeux. Je ne te reprochais rien de spécial, j'avais juste l'impression de plus en plus nette que nous étions incompatibles. Tu avais raison. Avec le recul, j'aurais mauvaise grâce de te blâmer. Tu recommences. Pourquoi ne peux-tu me traiter de tous les noms, te mettre en colère? Je t'ai donné assez de raisons de le faire. Nous ne voulions pas la même chose. Je désirais la stabilité, retrouver la même personne chaque jour en nous rentrant chez moi. Tous les soirs tu me faisais peur. J'avais l'impression d'être en vase entre trois étrangers, transformé en ce que je n'étais pas taillé pour devenir. C'est pour ça que Richard m'a attiré. Jamais il ne regardait sous la surface. Cela me convenait parfaitement. C'était notre mode de fonctionnement. Cela semble un peu superficiel. Oui, c'est ce qui me plaisait. On s'amusait. On avait la maison, qu'on adorait tous les deux. Même si c'était le qui est devenu un problème à la fin. Comment ça? À cause de la mère de Richard. Une belle-mère à la française. Elle tenait absolument à ce que tout reste dans l'état, et qu'on fasse exactement comme elle avait toujours fait. Je ne pouvais même pas déplacer les meubles. Richard était en admiration devant elle. Mais on s'énervait tellement que j'avais tendance à la contredire systématiquement. Elle aussi. Et la mort de Richard l'a tuée, presque littéralement. En un sens, c'était la seule issue possible. Mais maintenant, j'ai moins envie de retourner là-bas. Trop de souvenirs. Ta santé, elle est mauvaise, pauvre. Inutile de chercher des explications scabreuses. Allô, Je allô? n'ai pas eu de Allô, allô? chance.
C'est vrai, je n'avais pas une envie folle d'avoir des enfants, c'est ma belle-mère qui insistait. Mais j'ai eu de sales moments, et je souffre encore des conséquences. Tu as changé sous certains aspects, pas sous d'autres. Oui, et bien évite de me dire lesquels. Tu ne serais que trop prêt à le faire. Mais je n'ai jamais partagé ton 134T pour l'analyse. Et tu dois reconnaître que la plupart gens s'en passent fort bien. Une vie qu'on vit sans réfléchir. Tu recommences. Je suis très contente qu'on se voit, Rimsa. En fait, je crois que je t'apprécie plus maintenant qu'à l'époque où j'étais simplement amoureuse de toi. Simplement, et oui, l'amitié, la sympathie, appelle ça comme tu veux, sont plus faciles à vivre. Et dans mon état de santé, amour semble tellement ridicule. La maladie altère la perception qu'on a des autres. Ce n'est pas seulement ça. Je me sens vieille. Et de fait, je suis vieille. Tu es plus jeune que moi. Pas de beaucoup. Je sais bien que j'ai commis des erreurs. J'y pense parfois. Je pense tout le temps aux miennes. Cela dit, j'ai toujours horreur du genre de discussion qu'on a en ce moment. Mais je n'ai pas tellement d'amis aujourd'hui, et tu as toujours été quelqu'un en qui je pouvais avoir confiance. Tu te sens seule? Elle le regarda, surprise. Quelle drôle de question. C'en est une vraie. Eh bien, ce n'est pas moi qui te donnerai une réponse. Je me débrouille. Je n'ai rien d'autre à dire. Les amis de Richard m'ont tout beaucoup soutenu. Ils ne demandent pas des explications pour tout. Alors que toi, si, tu continues à le faire. Tu te sens seul? Franchement, 135 étrangers, j'aimerais parfois que quelqu'un me pose cette question. Ça me donnerait une chance de... C'est pour ça que personne ne te la pose. Tu serais lancé pendant des heures. C'est vrai. Il n'en reste pas moins que c'est une question à poser. Ne compte pas sur moi. Désolé d'avoir joué des raseurs. Tu n'es pas un raseur à proprement parler. Plutôt un problème. Mais je sais que je peux avoir confiance en toi. Je l'ai toujours su. Maintenant, peux-tu m'appeler un taxi? Tu vois ce que je suis devenue. Tout d'un coup, je n'ai plus d'énergie. Même parler me fatigue. Il vit que c'était la vérité. Elle avait complètement changé de visage, non seulement parce qu'elle avait perdu toutes ses couleurs, mais manifestement, son attention était maintenant concentrée sur elle-même. Il se demanda si elle était réellement malade ou, plus vraisemblablement, s'il l'avait ennuyée comme par le passé. Pourtant, elle s'appuya sur son bras avec confiance tandis qu'il la conduisait vers la rue, où elle sembla récupérer un peu. Viens, dit-il. Je te ramène chez toi pour une fois. Il s'abstint d'examiner l'endroit où elle vivait, indifférent aux maisons et à leur contenu, ce qui était sans précédent chez lui. Il l'installa dans un fauteuil, alla lui chercher un verre d'eau qu'elle but avec soulagement. Je t'ai fatigué, dit-il. Je suis désolé, tout me fatigue, Paul. Tu n'as pas l'exclusivité. Passant 36 étrangers peinent de rester. Je suis sûr que tu n'as pas que ça. Et toi, que feras-tu quand je serai parti? Je regarderai la télévision, sans doute. Oh, ne prends et laisse cette heure-là. Je te téléphonerai si j'ai besoin de quelque chose. Et on se voit la semaine prochaine? Pourquoi pas? Et n'oublie pas, si tu as envie de te ranger les idées, tu peux venir me voir en France en rentrant chez lui. Il conclut qu'il n'était pas si fautif que d'habitude. Il se souvenait qu'elle avait toujours congédié les autres quand elle en avait assez de leur compagnie. Il se rappelait ses brusques pâleurs aux rougeurs dans le passé, qu'il avait interprétées comme les signes d'un tempérament volcanique. Maintenant qu'elle n'était plus jeune, elle invoquait sa mauvaise santé, ce qui donnait le même résultat. Que veulent les femmes, s'était demandé Freud. S'il lui n'avait pas la réponse, quel espoir avaient les autres de la découvrir? Il imaginait des légions d'hommes exaspérés se posant la même question en vain. Il éprouva lui-même une certaine exaspération, qui fut la bienvenue. Assurément, les femmes voulaient être aimées, mais pourquoi les femmes auraient-elles cette exclusivité? Sarah avait dû s'adapter aux besoins de sa propre situation, c'était trouver le genre d'homme qui n'exerçait sur elle aucune autorité. Son mari et elle avaient été bien ensemble, comme elle l'avait dit, sans jamais se demander s'ils désiraient autre chose. Ils avaient ainsi réussi à se ménager une vie qui leur convenait, car elle 137 étrangers les laissaient intacts, sauvegardait leurs secrets et évitait les questions auxquelles il essayait toujours, lui, de trouver des réponses. Si elles existaient, ce dont il doutait à présent. Monsieur, il ne faut pas partir d'ici, avait dit ce Parisien à qui il avait demandé son chemin. Mais interroger le jeune homme qu'il était alors lui parut si régressif que cela en devenait absurde, voire déplaisant.
Quant à sa solitude actuelle, il ne pouvait s'en prendre qu'à lui-même. Du moins était-ce ce que sa mère lui aurait dit. Il avait été impressionné par la façon dont Sarah avait écarté sa propre belle-mère, comme si de telles relations pouvaient être annulées de façon unilatérale. Mais elle avait toujours eu beaucoup d'aplomb, et il avait dû passer dans la catégorie des fâcheux, comme la belle-mère, qui avait dû éprouver face à sa belle-fille une frustration aussi douloureuse que le rejet dont lui-même avait été victime, et qui l'avait rendu excessivement prudent, comme si son propre désir était à blâmer. Toutes les femmes qu'il avait rencontrées après ce rejet s'étaient demandé pourquoi il n'avait été à la hauteur ni de sa masculinité, ni de sa situation matérielle. Et elles avaient tiré leurs propres conclusions en rejetant le blâme sur ces deux éléments, et ce, pour les mauvais motifs. Il avait renoncé à l'idée de mariage, à plus forte raison d'un mariage heureux, avait pris conscience que ses désirs fondamentaux ne seraient pas comblés, et s'était réfugié dans une aimable distance, ce qui avait au moins eu pour effet de lui épargner d'autres accusations. Face à un comportement aussi lisse, aucune femme n'avait pu se sentir en droit de lui faire des reproches. Il remplissait 138 FM certaines conditions, et apparemment sans rien demander en contrepartie. Il avait effectué cette transformation avec une aisance qui lui rendait la vie élue facile mais ne contribuait guère à tromper sa solitude. Ne pouvoir s'en prendre qu'à lui-même, comme aurait dit sa mère, lui paraissait un bien piètre résultat au terme d'une vie d'efforts inutiles. Jamais son appartement ne lui avait paru aussi peu hospitalier, comme s'il n'avait reçu aucun visiteur depuis des décennies. Ce qui était plus ou moins le cas. Seule Mrs. Gardner avait réussi à y pénétrer, plus ou moins bien reçue au début, alors qu'aujourd'hui, elle lui paraissait plus importune qu'au départ. Il examina son salon, qu'il avait jadis meublé avec un sentiment de légitimité, se rappelant l'achat de telles chaises et de telles tables, comme s'il était enfin libre de ses faits et gestes. La chambre était depuis toujours décevante, et plus encore depuis qu'elle hébergeait le sac de Mrs. Gardner. Il avait partagé cette pièce de façon intermittente avec différentes partenaires, et notamment avec Sarah, il y avait longtemps de cela. Mais cette époque était révolue, il ne serait vraisemblablement plus dérangé. Tel était le sort cruel des gens âgés. Il l'avait constaté lorsque Helena s'était vantée d'avoir une activité sociale qui s'était révélée purement fictive. En réalité, la seule personne avec laquelle il restait sur un pied d'égalité était Sarah. En elle, il avait une sorte de partenaire. Il pouvait encore se dire ce qu'il pensait sans se blesser. C'était même assez amusant de découvrir qu'il pouvait retrouver une certaine familiarité. Délivré du fardeau du jeu de 139 étrangers séduction, il s'était senti assez libre en s'accomplir son invitation. Si désinvolte qu'elle frit, ce comprêt il ne se risquerait plus pour sa part à hériter son eau, tout comme elle, de son côté, se dispenserait peu de lui reprocher les erreurs du passé, erreurs obsques. Il avait été conduit par les défauts de sa propre natte au soleil, il pourrait découvrir une amitié, ou moins une camaraderie qui avait manqué autrefois si elle avait des ennuis de santé, il pourrait prendre d'elle mais jusqu'à un certain point. Il faudrait veiller à établir des limites précises. S'il devait payer le prix sa solitude, il veillerait à ce qu'à l'avenir, elle soit forme d'indépendance. La véritable sollicitude, à qu'il s'était fait un point d'honneur de manifester à autres, devait désormais avoir d'autres objectifs. C'est une idée nouvelle, révolutionnaire même. Il ne voit pas comment y parvenir, mais il se ferait un devoir le découvrir qu'Ainsi arriva à la conclusion qu'il n'était pas taillé pour propriétaire. S'il avait toujours eu conscience d'un naïf désir de posséder un espace à lui, les murs d'Edimi Hélène et celui-ci lui semblaient sans intérêt, voire sans pertinence. Chaque achat laborieux l'avait laissé insatisfait une fois de plus, l'idée d'un hôtel lui vint à l'esprit. L'eau est l'idéal, où qu'il se trouve, devrait être situé au centre d'une métropole. L'important, c'était de pouvoir sortir dans un matin radieux et rentrer dans la brume bleutée du début de soirée. Après cette vision idyllique, le reste devenait flou, ou peut-être l'imagination abdiquait-elle. Qu'aurait-il à faire dans cette ville? Comment passeraient les heures intermédiaires? Mieux valait assurément être en sécurité chez lui, sans personne pour lui demander des comptes. Protégé par une absence de témoins, il avait néanmoins besoin d'un public, et de compagnons qui le connaissaient si intimement qu'il pouvait faire l'économie de toute explication. Ciartan, l'image de l'anonymat, dont l'hôtel était le symbole, le poursuivait, un peu comme les anciens souvenirs de sa 141 étrangers maisons d'enfance l'avaient poursuivi avant de s'éteindre de leur plein gré.
L'image lui revint, ainsi que la conviction qu'il devait changer s'il voulait que le temps qui lui restait soit tolérable. Quant à la façon d'y parvenir, elle n'était pas encore claire. Elle venait sous la forme d'une énergie qui contrariait parfois son habituel sentiment d'abandon. Il avait des choix limités, très limités. Il pouvait déménager. Il avait maintenant un autre appartement et de l'argent en plus. Il pouvait s'installer dans l'appartement d'Elena et découvrir un nouveau quartier. Mais bientôt plus il savait en place, que le lieu où il tiendrait problème des murs qui l'enfermaient ne tarderait pas à ressurgir. Il pouvait épouser l'une des deux femmes que le hasard avait mises sur son chemin. Ceci présentait certains avantages, mais certains inconvénients aussi. S'il épousait Sarah, il devrait vivre avec le verdict péremptoire qu'elle avait rendu sur lui. Il devrait vivre avec sa mauvaise santé, réelle ou imaginaire, et se condamner ainsi à lui prêter assistance à vie. Il en était parfaitement capable, mais cela n'avait pas plus d'attrait que son état à lui, qui, avec le temps, réclamerait toute son attention. Ou bien il pouvait épouser Mrs. Gardner, avec laquelle il n'était guère compatible. Les avantages de cette solution étaient nébuleux, mais non négligeables. S'il était victime d'un accident, ce qui devenait chaque jour plus vraisemblable compte tenu de son âge, elle serait user de son esprit d'initiative assez remarquable pour mettre toutes les chances de son côté, aurait recours à des médecins, des spécialistes, des traitements privés, demande 142 étrangeraient les services d'infirmières, de femmes de ménage et prendrait donc soin de lui jusqu'à un certain point. Son argent lui garantit et la loyauté de cette femme mercredi est idée, déplaisante ni pratique, semblait car il choix le plus pragmatique. Même s'il savait que les deux parties ne s'y engageraient qu'avec une réticence qui ne tarderait pas à devenir manifeste, il fut surpris de constater que Mrs. Gardner avait l'avantage dans sa délibération, même si, pour l'heure, il se portait assez bien pour être autonome et n'était pas contraint de prendre l'idée au sérieux. La nouveauté de sa présence ne tarderait pas à se traduire par une irritation sourde, mais persistante. Il lui suffisait de se souvenir qu'il ne saurait jamais exactement où elle était pour rejeter aussitôt cette hypothèse. Sa mémoire était bonne, trop bonne. Le charme de leur première rencontre réelle, devant le café Florian, s'était effacé assez rapidement pour céder la place à diverses frustrations, dont la plus tangible était le sac qu'il était souvent obligé de déplacer et qui déjouait ses efforts inutiles pour l'ignorer. Cette résolution fut renforcée par un coup de téléphone de Sarah décommandant leur prochain rendez-vous. Elle ne se sentait pas bien, dit-elle. Docilement, il posa des questions pour en savoir davantage. « Oh, ne t'inquiète pas, Paul. J'ai passé de mauvaises nuits. Je ne dors pas bien. La nuit put être assez effrayante. Tu prends quelque chose ? J'ai différents comprimés, mais ils ne sont pas toujours efficaces. Ils me laissent l'esprit assez confus. 143 étrangers. Je suis désolé. Est-ce que je peux t'aider ? Tu as besoin de quelque chose ? Non, non, je vais juste rester tranquille. Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. Oui, bien sûr. À bientôt. En tout cas, tu as mon numéro. À ta place, je n'oublie point ce repas des comprimés. Il reposa pensivement le combiné. En vérité, leur idylle était terminée. Le temps les avait rejoints l'un et l'autre, et aucun comprimé ne pouvait y remédier. Il tréma et elle se souvenait de l'intense vitalité de Sarah autrefois, agacée par ses manières pondérées, marchant plus vite que lui quand ils sortaient ensemble, toujours acérée dans ses jugements. Sans être une beauté à proprement parler, elle avait du caractère, et lui, il la trouvait belle, svelte, avec sa silhouette fine et son allure féline. Elle lui paraissait plus proche de la nature que tous les êtres qu'il avait connus jusqu'alors. Aujourd'hui, la nature l'avait trahi, ou peut-être avait-elle eu raison d'elle. Elle disait qu'elle passait de mauvaises nuits, elle qui dormait toujours comme un loir. Elle s'appuyait sur lui, acceptait volontiers le bras qu'il tendait. Elle avait toujours la langue aussi acérée, ceci au moins restait inchangé. Mais des changements s'étaient opérés partout ailleurs, et leurs conséquences leur étaient sensibles à tous deux. Ils avaient dépassé le stade où chacun connaissait le corps de l'autre aussi intimement que le sien. Maintenant, ils étaient victimes des hontes secrètes de l'âge et ne pouvaient plus prétendre se connaître comme autrefois. Par opposition, Mrs. Gardner paraissait presque 144 étrangers invulnérables, elle qui traversait l'Atlantique en jet sur un coup de tête et vivait chez les autres, soutenue par un sentiment d'immunité personnelle tel qu'il en devant, fascinant. Elle n'était pas femme à souffrir de terreurs nocturnes, et en sa présence, il oublierait vite les siennes.
Elle ne tiendrait pas compte de ses faiblesses occasionnelles, le regarderait d'un œil surpris s'il avouait être fatigué, ou peut-être ne le regarderait-elle même pas, car son attention serait ailleurs en permanence. Son indifférence serait thérapeutique, voire salvatrice. Lui seul connaîtrait la vérité de la situation, les calculs des deux côtés, qui à la longue ne seraient plus de mise. Et n'ayant pas de souvenirs en commun, il n'avait aucun moyen d'évaluer le passé, détail qui à lui seul pourrait être un avantage. Ce qui trahissait son propre vieillissement, c'était son admiration nouvelle pour toutes sortes de qualités peu recommandables, la vigueur, le triomphalisme, l'égotisme, et ce que l'on taxait jadis de forçons la bonne conduite passive. Maintenant, il considérait brutale, caractère certes discutable, mais indéniablement tarienne, et plus amusante que l'injonction de tendre l'autre joue comme pure sottise quoi servait l'oubli des soi alors que, théoriquement du moins, il était possible de servir ses propres intérêts. Avec l'inévitable diminution des forces physiques apparaissait le désir corrélatif d'apprécier des qualités plus élémentaires, notamment celles qu'il n'avait jamais possédées, ou auxquelles il avait peu être omis de prêter attention au cours de sa vie bien réglée. Sarah avait eu étranger raison de l'accuser d'être un homme bon. La bonté n'était pas un objectif en matière d'évolutionnisme. S'il avait réussi dans un domaine, c'était dans sa manière de satisfaire les désirs des autres, comme on lui avait appris à le faire. L'éducation morale était parfaite pour livrer bataille à l'instinct, mais l'instinct avait ses droits lui aussi. Les choses étant ce qu'elles étaient, il ne pouvait qu'apprécier l'existence de qualités plus primitives chez les autres, lui qui s'était résigné à bien se comporter. Quant à l'indéniable propension à condamner chez Sarah, et au refus de satisfaire les attentes d'autrui chez Mrs. Gardner, il les considérait comme des stratégies de protection. L'attrait qu'exerçaient ces deux femmes frôlait la subversion. Le spectacle qu'elles offraient méritait à lui seul l'admiration. Cette découverte s'accompagnait d'une aversion, simultanée peut-être, pour tout ce qui ne donnait pas de résultats immédiats. L'attrait du mariage, par opposition à son côté dissuasif, était qu'il pouvait se contracter en un temps record, ou du moins prévisible, et donc donner à l'avenir une forme reconnaissable. Mettre fin aux conjectures et constituer un état permanent. De plus, il serait un gage de sécurité. Cette pensée magique s'accompagnait de la conviction que son plan était tout à fait recevable. Ce ne fut que lorsqu'il examina plus attentivement les personnes impliquées qu'il en comprit l'impossibilité. Mais cette prise de conscience ne signifia pas pour autant la clôture du débat. Retourner à sa solitude reviendrait à condamner l'intégralité de son passé. Pourtant c'était inévitable aussi. L'ombre d'une décision 146 étrangers possible subsista dans son esprit, bien qu'elle parût maintenant relevée du fantasme. Une fois dehors, dans la rue merveilleusement normale, ces considérations sembleraient aussi ridicules que si elles étaient nées d'un accès de fièvre. Il les chassa résolument de son esprit, comme si elles lui avaient été suggérées par quelqu'un d'autre, un ami bien intentionné mais trop insistant. Aucune de ces deux femmes n'avait manifesté un réel intérêt pour lui, et il pensait à elles comme à des étrangères, ce qu'elles étaient maintenant. Heureusement, très absorbées l'une et l'autre par leur propre vie, elles le laisseraient selon toute probabilité à sa solitude. Mais seul, il n'était que trop enclin à envisager un avenir vide, où il aurait probablement besoin d'une assistance quelconque et où, idéalement, il pourrait compter sur quelqu'un d'autre pour la lui fournir. Le problème était sans issue. Même la perspective de retourner à ses vieilles habitudes s'accompagnait désormais d'incertitude. Il ne pouvait plus supporter sa propre compagnie. Même la perspective d'ennuyer une autre personne et d'être ennuyé par elle semblait préférable à la familiarité répétitive de ses propres pensées. Si seulement il pouvait de nouveau tomber amoureux. Il ne pouvait prendre de décision que dans ce climat d'urgence, ce qui n'était plus possible. Il lui restait la raison qui, à ce stade de sa vie, le pousserait dans des directions incertaines, où il devrait se débrouiller seul. Il faisait beau, son humeur s'adaptait peu à peu aux circonstances, et il poursuivit son itinéraire ordinaire sans plus y penser que s'il avait été programmé. Il était 147 étrangers libres de toute obligation, cela au moins, il l'admet. Il pouvait téléphoner à Sarah, mais décida de sa BS Nirons ne connaissait que trop l'imprévisibilité de la rumeur. Avec elle, il conservait un reste de fierté auquel il était bien décidé à ne pas renoncer.
Il recommencerait certainement à se voir d'ici une semaine où ils retrouveraient l'impression de légitimité qu'ils avaient toujours appréciée lorsqu'ils étaient ensemble. Il y a venu trop de choses dans leur passé pour qu'ils les ignorent, mais un passé trop rempli, se disait-il, ne suffisait pas compenser un présent vide. Tel était son dilemme, que partageait sans doute avec tous ceux qui avaient atteint le même âge que lui, un âge auquel l'avenir notamment renfermait plus qu'une seule certitude, dont l'idée même était intolérable. Rentré chez lui, il s'installa avec un choix de livres, sans avoir particulièrement envie d'en lire aucun, sursauta quand le téléphone sonna, et fut plus que résidence gnée en entendant le salut familier. « Bonjour, bonjour, Vicky, vous êtes revenue. Vous n'étiez pas resté longtemps là-bas. Pour tout vous avouer, ça ne s'est pas présent comme je l'avais imaginé. Je me suis dit que je pourrais peut-être passer si vous n'êtes pas trop occupé. Mais bien sûr, passez quand vous voudrez, Joanne, bouge pas cet après-midi. Je suis tout à côté. Alors venez maintenant, je vais faire du café. » Lui qui avait cru être résigné à sa compagnie, Sari, 148 étrangers glus, voire parfois amusé par elle, fut presque content de cette interruption, moins lorsqu'il vit qu'elle avait apporté un fourre-tout, plus petit, mais à peine, que celui qui encombrait sa chambre. Il décida de n'y faire aucune allusion. Après tout, peut-être était-elle en route pour aller rendre visite à un autre ami, et il ne souhaitait à lui mettre des idées en tête. « Alors, vous avez écourté votre visite ?» Elle fit une grimace. « Les gens sont pénibles, vous ne trouvez pas ? Je suis encore sans toi pourtant ?» Elle ne paraissait guère troublée en lui annonçant cela, mais plutôt stimulée, prête à affronter le défi. Elle but son café avec plaisir, liquida l'assiette de biscuits et alluma une cigarette. « Du coup, j'ai repris contact avec mon exemple, c'est sa faute, après tout, si je me trouve dans cette galère. Ça s'est bien passé, non, pas vraiment. Nous devons prendre un verre ensemble un de ces jours. » C'est tout ce qu'il a proposé. Alors, je me demande écoutez, Vicky, je ne crois pas. Il n'y a pas de place ici, comme vous le voyez. Elle parut choquée. Grand Dieu, vous ne croyez pas que j'avais l'intention? Non, je pensais juste à mes affaires. Je ne peux pas les trimballer avec moi toute la journée. Qu'est-ce que vous comptiez faire? Il dit cela d'une voix plus douce qu'il ne l'aurait voulu. Elle paraissait authentiquement perplexe, comme si elle ne comprenait pas sa réticence. 149.14 ira 11 volts étrangers au. J'ai rendez-vous avec quelqu'un que j'ai connu autrefois, ça pourrait déboucher sur du travail. Sinon, elle fit un geste expressif des mains, je m'en remettrai à mon étoile, j'ai une meilleure idée, s'entendit-il dire. Je connais un endroit où vous pourrez loger. Si je vous le montrais demain, on pourra y mettre vos sacs, les deux. Vous êtes libre demain matin, j'imagine, alors, venez prendre le petit déjeuner et ensuite, je vous emmène. Où va-t-on? À l'Ouest Hampstead. Pourquoi? Vous verrez, dit-il malgré la répugnance manifeste de sa compagne. Depuis son arrivée pour le petit déjeuner, il était clair qu'elle n'était pas de bonne humeur. Elle était arrivée tard, et il en avait profité pour faire un double des clés. À présent, tandis qu'il regardait le profil buté qu'elle lui proposait obstinément pendant leur traversée de Londres, il reconnut qu'il était seul responsable de ce plan, et que celui-ci ne serait peut-être pas accueilli avec faveur. J'ai un appartement là-bas. Je vous le laisserai volontiers l'occuper tout le temps nécessaire. Je ne connais personne dans ce quartier. Tous mes amis habitent le centre de Londres, à Chelsea ou à Belgravia. Il avait quelques raisons d'en douter, bien qu'il en fût réduit aux conjectures quant à ses points de chute. Le sujet était, ou restait, tabou. New York était le 151 étranger lieu le plus précis qu'elle eût mentionné. Sinon, elle avait toujours parlé d'amis chez qui elle logeait, et qui n'avaient ni nom ni numéro de téléphone. Il n'y avait d'ailleurs aucune raison qu'elle lui donne plus de précision, car elle semblait bien décidée à rester insaisissable. Il ne pouvait qu'admirer son ingéniosité. Mais cette stratégie avait ses propres limites, à n'en pas douter, tôt ou tard, elle serait bien obligée d'en révéler davantage sur elle-même. Était ceci sûr? À l'évidence, elle n'avait aucune obligation envers lui, elle se bornait à exprimer ses besoins de temps à autre et s'attendait à ce qu'il lui témoigne régulièrement de la compassion. Au début, il avait trouvé cela amusant. Maintenant, il était déçu. C'était lui le responsable de cette situation qui traduisait son désir de prendre plus d'initiative, d'avoir un rôle actif plus que passif. Il avait même envisagé d'épouser cette femme, idée qui à présent lui semblait inquiétante. Il n'en était pas moins blessé par l'absence de tout retour,
De tout remerciement, fût-il de pure forme, pour ses bonnes intentions. Au moins, vous pourrez vous débarrasser de vos sacs, dit-il encore. Je vendrai cet appartement un jour. Ce n'est pas pour demain, bien entendu. Mais tant que je ne l'ai pas mis sur le marché, je vous en laisse bien volontiers l'usage. Je n'ai en général pas de mal à trouver un point de chute. Ce n'est pas un problème. Et cet appartement n'est vraiment pas bien situé, il est facilement accessible du centre de Londres. Il se rendit compte qu'il essayait de la convaincre. Vous 152 ne voulez pas le visiter, il y a tout le confort. Et vous pourrez aller et venir à votre aise. Il vous suffit de dire combien de temps vous comptez rester. Appelez ou je vous appellerai, ce serait un soulagement de savoir où la trouver. 11 lui tendit les clés. Je vais vous montrer les lieux. Il paya le chauffeur de taxi et, pour bien montrer qu'il prenait les choses en main, déchargea ses sacs qu'il posa sur le trottoir. Comme je viens de vous le dire, vous serez complètement libre. L'appartement, qu'il avait toujours considéré comme bien aménagé, voire luxueux, semblait maintenant prétentieux, trop chargé. Les 2 canapés face à face, séparés par une petite table, étaient prévus pour des invités ou des tête-à-tête, mais n'avaient sans doute servi qu'à lui et quelques rares autres personnes. Il fut frappé par l'insupportable tristesse de la pièce. En hâte, il prit le chemin de la chambre, tout aussi abandonnée. Aucune trace ici de la vie d'une femme ordinaire, pas de livre sur la table de chevet, pas de radio, seulement la robe de chambre qu'il avait emportée à l'hôpital et rapportée ensuite. Sans un mot, il lui montra la cuisine. Là, au moins, il y avait quelques signes de vie domestique. Il sentit son enthousiasme pour son plan diminuer, au silence de sa compagne, comprit qu'elle n'en éprouvait aucun. Qui vivait ici, demanda-t-elle une parente éloignée. Maintenant, hélas, je m'en doute. On dirait une morgue. Je suis sûre que vous pouvez vous y installer confortablement. Le confort n'était pas la question. Ce point, 153 étrangers au moins, ne prêtait pas à contestation. C'était l'incongruité générale qui le frappait maintenant. Ce cadre convenait mal à une personnalité vagabonde. Il avait encore moins d'attrait que son propre appartement, qu'avait au moins la vertu de l'économie. Ici, l'air semblait usé par des objets trop volumineux, des tissus trop lourds. Il vit l'endroit à travers ses yeux à elle et le rejeta instinctivement. Malgré tout, il alla chercher ses sacs dans l'entrée et les posa près du lit. « Je vais faire du café, dit-il. Ensuite, je vous laisserai vous installer. On ne pourrait pas sortir. Cet endroit me donne la chair de poule. » Et de fait, il paraissait plus facile de respirer à une table de café, sous un soleil pâle, que dans ces pièces qu'il trouvait maintenant sombres, plus sombres qu'elles n'auraient dû l'être à cette période de l'année, où l'hiver commençait à céder la place au printemps, lointain mais perceptible. On repasserait bientôt à l'heure d'été et le besoin de bouger reviendrait, ou plutôt de se bouger, comme on disait maintenant. La bougeotte ne comptait pas au nombre de ses manies, peut-être était-il en train de se laisser gagner par celle de sa compagne. Il voyait le charme qu'il pourrait y avoir à être totalement irresponsable, libre de changer d'avis, de devenir imprévisible. Mais ceci aussi, c'était un fantasme, et le resterait sans doute. Il était tout à fait possible que le monde ait besoin de personnages ennuyeux comme lui. De toute façon, il était trop tard pour changer. Le silence s'installa entre eux. En la voyant regarder obstinément la circulation d'un air morose, il comprit étranger qu'il avait dû l'offenser. Voilà ce qui se passait quand on offrait de l'aide, on se heurtait à un programme incompatible qu'on ne pouvait soupçonner. Il remarqua qu'elle n'avait guère cherché à soigner son apparence, elle avait les cheveux tristes, le visage aussi, mais son silence prolongé laissait entendre qu'elle était mécontente de cette intrusion dans ses projets, même si ceux-ci restaient nébuleux. Apparemment, elle tenait à conserver son droit de rester énigmatique, injoignable. Il soupira intérieurement. Peut-être se risquerait-il à lancer quelques coups de son délicat, mais voilà qui le renverrait à son fastidieux chapelet de banalités adressées à des gens qu'il connaissait à peine pour engager des conversations sur les vacances, leurs enfants, toutes ces questions sur lesquelles il retombait en général dans son désir d'amorcer un échange et de se donner l'illusion de la familiarité. « Parlez-moi de vous » demanda-t-il enfin. « Nous savons si peu de choses l'un de l'autre. Ou plutôt, je sais si peu de choses de vous. Je dois vous faire l'effet d'un livre ouvert, un vieux garçon qui vit seul, pas grand-chose à dire. Encore que chacun ait une histoire. Ce n'est pas ce qu'on prétend à propos des écrivains néophytes. Soit dit en passant, je ne crois pas que ce soit vrai, même si certaines personnes semblent plus intéressantes que d'autres.
Vous, par exemple, il se tourne pour lui faire face. Il n'y a rien à dire. Mon couple a éclaté. Je cherche du travail. Tout cela, vous le savez, mais avant cela, vos parents, votre jeunesse, 155 étrangers, c'est tellement important. Vous avez de la famille, pardonnez-moi. La jeunesse des autres m'a toujours intéressé. Elle façonne l'adulte à venir. Personne n'échappe à son passé, j'espère bien avoir échappé au mien. Je crois vous avoir dit que mes parents habitent dans le Norfolk, mais vous les voyez, je me suis demandé pourquoi vous ne retourniez pas chez eux quand vous cherchiez un nouveau travail. Ils doivent se faire du souci pour vous, je leur téléphone de temps en temps. Nous ne sommes pas très proches. Pourquoi? Vous savez, ils ont toujours préféré mon frère. Nous nous aimions beaucoup, lui et moi, mais il a eu la polio à 2 ans et son état de santé nécessitait beaucoup de soins. Alors moi, j'ai été plus ou moins entre j'ai compris et je suis partie dès que j'ai pu. Et votre frère, qu'est-il devenu? Il est mort. Oh, je suis navrée, elle haussa les épaules. C'était il y a longtemps. Vous disiez donc que vous étiez parti. Dès que j'ai pu, j'ai trouvé un travail comme fille au père à Paris. Et ensuite, il n'était plus question que je revienne. Après Paris, il n'y avait plus de place pour le Norfolk dans ma vie. Oui, Paris vous ouvre les yeux sur le monde. Combien de temps y êtes-vous resté? Oh, environ 6 mois. J'ai été plus ou moins obligé 156 étrangers de partir, il y avait de la tension. Alors j'ai fait équipe avec une fille que je connaissais, qui était dans la même situation que moi, et nous avons mis cap au sud. Nous avons travaillé dans un café, enfin, vous voyez. Dès que j'ai eu un peu d'argent, je suis partie de mon côté. Quel courage, elle le regarda, surprise. Comment ça, jamais je n'aurais osé faire ça. J'ai toujours voulu rester au même endroit, y faire mon trou, et j'avais mon travail. À la fin, c'est sur mon travail que je comptais. Mais on peut toujours trouver du travail. Enfin, moi, oui, pendant un certain temps, j'ai été avec un type. Pas celui que j'ai épousé. J'avais quelqu'un sur qui compter. Ce que je voulais vraiment, c'était être libre, libre d'aller et venir à ma guise. Vous avez parlé de l'Amérique du Sud. Oui, j'ai toujours eu envie d'y retourner. Dès que mon mari sera d'accord pour une compensation financière, j'achèterai une maison, la mettrai en location et repartirai. Si bien que vous n'envisagez qu'un travail temporaire, bien sûr. Le travail n'est qu'un moyen, pas une fin, non, ça dépend du genre de fin que vous avez en tête. J'attachais beaucoup d'importance à mon travail, mais c'est peut-être différent pour un homme. Certainement elle n'écoutait plus. On eût dit que le passé glorieux n'avait plus guère cours que comme anecdote. Une fois 157 étrangers celle-ci évoquée, Mrs. Gardner considérait manifestement que le sujet était clos. À aucun moment, il n'y avait eu le moindre signe que ce passé avait laissé une trace sur ses émotions. Elle paraissait totalement dépourvue de vie intérieure. Ce qui lui semblait hallucinant, lui pour qui la vie intérieure était tout. Quelqu'un mis en garde contre ses ressassements, s'était moqué de sa propension à évoquer le passé. Ah oui, Sarah. Mais il se trouvait là en terrain dangereux et n'avait aucune envie de s'exposer à la même critique. Je crois comprendre que l'appartement ne convient pas, ou plutôt, que l'idée d'y séjourner ne vous plaît pas. Et l'appartement, celui que je viens de vous faire visiter, elle frissonna. Vous admettrez que ce n'est pas du tout mon genre. Tous ces meubles, tous ces objets, et ce silence, c'est loin de tout. Comme je vous l'ai dit, tous mes amis habitent plus ou moins au centre. Vous pourriez y rester jusqu'à ce que... Non, je ne pense pas. C'est gentil de le proposer. Je vais peut-être laisser mes affaires un jour ou deux. En attendant de savoir où je vais, il lui tendit les clés. Je vais vous raccompagner à pied, pas la peine. Si vous rentrez chez vous, on pourrait peut-être partager un taxi seul. Il aurait pris l'autobus, celui qu'il prenait après ses visites à Helena. Avec une grimace ironique, il se rendit compte qu'il avait été prêt à répéter le programme 158 étrangers des après-midi dominicaux, quand le silence devenait trop lourd pour lui ou que les expéditions culturelles perdaient leur attrait. Ce qui se serait passé au cours de ces après-midi était parfaitement prévisible. Après quoi, il aurait retrouvé son appartement, sa tranquillité et ses livres. On se laissa échapper un petit rire étouffé. Encore un exemple de pensée magique. Ça va? En voilà un docilement, il leva le bras. Où voulez-vous que je vous dépose? Peu importe, je me débrouillerai. Prenez soin des clés, je vous les rendrai, ne vous inquiétez pas. Voilà qui annonçait encore une visite à l'improviste. Il n'avait plus la main, exactement comme elle le voulait, sans doute.
tout de suite, hein, j'arrive tout de suite, hein, je fais tourner ma machine. Hein. Euh, comme elle le voulait, comme elle le voulait. Comme elle le voulait. Je fais tourner ma machine. Il découvrit à sa grande consternation, mais aussi avec le plus grand intérêt, qu'il avait perdu le contact avec son passé. Seuls deux souvenirs subsistaient, celui de son ancienne maison, avec sa géographie intime, et celui de son bureau à la banque, où il avait été si longtemps chez lui. Ces deux lieux lui apparaissaient maintenant sous un jour moins amical. Le climat du premier avait été assombri par des indices de l'échec de ses parents, de leur désaffection. Il n'y avait pas eu de rire dans la maison, peu de visiteurs pour rompre le morne cours de la vie familiale. Seul subsistait le décor de cette vie et il avait cherché à le quitter pour son premier et unique appartement, qui ne recélait aucun mystère et l'ennuyait à présent. Quant au bureau, où il s'était estimé satisfait, il était également surchargé de toutes les preuves d'occasion manquées, de ce qu'il considérait maintenant comme sa propre lâcheté. Ses collègues avec lesquels il avait été en termes si cordiaux n'avaient finalement pas eu son bien-être à cœur. S'il devait les voir maintenant, il prendrait 160 la mesure c'était Transtenham mec, UCL Kulvik plus richement pourvus, avec leur famille, leurs enfants. Il ne rechercherait pas leur compagnie, comme il l'avait fait jadis en se persuadant que c'étaient de vrais amis. Il comprenait à présent qu'ils avaient certes été des amis, mais d'un genre superficiel et détaché, des amis qui ne viendraient certainement pas le rechercher pour goûter le plaisir de sa compagnie. S'il devait les rencontrer maintenant, il n'aurait aucun mal à se comporter avec la même qu'indifférence, à refuser de franchir la barrière des conventions régissant la vie de bureau. Il s'était vu à l'extérieur du bureau aussi, mais ces rencontres avaient été purement professionnelles, cocktails, arbres de Noël, déjeuners fréquents, mais dépourvus d'intimité. Il était resté à l'arrière-plan de leur existence et il n'y avait aucune raison d'en attendre davantage aujourd'hui. De sa vie d'écolier, il ne se rappelait pratiquement rien. Des vacances, qui avaient suscité son enthousiasme dès qu'il avait eu un emploi à plein temps, il ne gardait qu'un souvenir confus de musées, forêts de pins et escaliers baroques. Plus tard seulement, il était parvenu à choisir, à prendre son temps, à observer. Même alors, il se voyait sous un jour romantique, et bien que ce fût incandescent, l'illusion avait persisté. Ses liaisons étaient inadéquates, surtout son amour pour Sarah, qui était arrivée avec une ribambelle de parents, d'amis, d'amants même, et un charme dont son assurance désinvolte faisait partie intégrante. Trop souvent, elle l'avait trouvé horripilant, et le lui avait dit. Elle le lui avait répété récemment, donc il était sûr que sa mémoire à lui n'était pas 161,1% J1, 1%.0 en cause. Toutefois Sarah se détachait du passé, faisait en réalité partie du présent. S'il ne parvenait pas à se la représenter dans l'avenir, cela tenait sans doute à sa propre tendance à l'introspection. À l'idée de devoir remodeler sa propre nature, il éprouvait une lassitude familière, dont il savait qu'il devrait la surmonter. Il n'était pas fâché de voir son passé tel qu'il était, mais cela avait un contre-coup troublant, pathologique, il dormait très mal à présent. Sans l'illusion réconfortante d'un contexte, il ne pouvait plus ignorer le fait qu'il était seul, l'avait toujours été, et que le sommeil n'était plus son refuge. Il se réveillait en sursaut, désorienté, conscient seulement d'être à la dérive. Pendant la journée, il pouvait chasser ses terreurs nocturnes, comprenant qu'elles étaient le signe funeste de l'âge, qu'elles annonçaient une mort sinon imminente, du moins inévitable. Pour cette raison, il faisait des efforts acharnés pour vivre dans le présent, et y réussissait parfois presque.
Mais le présent était médiocre en l'absence de compagnie, même médiocre. Ce qui le ramenait à sa résolution d'innover pendant qu'il en était encore temps. Et si cela impliquait un changement de cap qui n'était pas entièrement à son goût, il fallait néanmoins l'envisager. Il se dit que les hommes à travers les âges avaient eu les mêmes pensées, recherchant une femme pour veiller à leurs besoins, leur confort et même leur sécurité. Très simplement, ils souhaitaient s'en remettre à quelqu'un d'autre. Ce n'était pas entièrement répréhensible, les femmes elles aussi devaient tenir le même raisonnement, surtout lorsqu'elles n'étaient plus toutes jeunes. 162 et Jean, 11 renoncer à la sécurité, prendre des risques. C'était bien beau quand on était jeune, mais ce n'était plus le cas. Ce qui importait à présent, c'était de mettre un terme à ces peurs nocturnes, d'imaginer le confort, fût-ce au mépris de l'évidence. Devenir un homme conventionnel aujourd'hui avait son charme. Il pourrait regarder ses anciennes relations en face, les saluer avec une cordialité légitime sans plus avoir envie de les connaître mieux. Et s'il devait renoncer à certaines habitudes chéries, à sa solitude, à son absence de responsabilité, il estimait que le jeu en valait la chandelle. Son désir de contacter Mrs. Gardner était sans cesse contrarié. Lorsqu'il essaya de lui téléphoner chez Helena, il n'eut pas de réponse, ce qui ne le surprit pas. Il n'avait rien à lui dire de particulier, voulait seulement savoir si elle s'était installée, si elle était bien. Son indifférence, à tout le moins, le rassura. Elle ne serait en rien une préoccupation et resterait une possibilité, sans plus. Elle lui ferait sans doute signe à un moment donné, ou c'est lui qui lui ferait signe. Il semblait en être arrivé à une relation que l'un ou l'autre pouvait activer à volonté, et qui était basée sur sa passivité à lui et ses besoins à elle. Situation inédite pour lui, jamais il n'avait été indifférent à une femme. Il trouvait la chose amusante. En fait, Mrs. Gardner l'amusait. Ce n'était que lorsqu'il prenait conscience de son propre détachement qu'il s'estimait en terrain inconnu, mais peut-être était-ce le signe qu'il s'émancipait de ses comportements ancrés. Lorsqu'il pensait au regret que lui avaient laissé ses anciennes liaisons, il se persuadait que son détachement était de loin la meilleure garantie. 163 étrangers avec un peu de chance. Cette nouvelle décision changée pourrait être remise sine die, ou du moins jusqu'à l'été. En été, on était plus optimiste, on pouvait prévoir des voyages, sentir ses muscles se détendre, bannir toute idée de mauvaise santé, garder la mortalité en respect. En été, on baissait sa garde, on regardait avec plaisir les jeunes visages, on essayait d'imiter l'assurance insouciante qu'on y disait. Pendant les jours